Alors, je vais vous parler d'un archive. Je vais essayer d'être rapide. Comme David Olivier vous l'a dit, la collection existe depuis 1994. On avait commencé avec un artiste d'origine allemande qui s'appelle Jochen Gertz. On a travaillé toute une année ou plus avec lui. C'est un projet qui n'a pas encore été publié. Je vous montre là les titres publiés jusqu'à aujourd'hui. Nous en préparons deux actuellement. Le premier avec Masaki Fujita et l'autre avec Peter Campus, auquel David Olivier, l'Artigo, collabore d'ailleurs. Alors, il y en a plusieurs autres en attente avec Nam June Paik, avec Gary Hill, Vera Molnar, Norman White et d'autres. On espère arriver à tous les faire. Donc il y a peu de projets qui ont été réalisés depuis 20 ans, car il s'agit vraiment d'un travail de longue haleine. La durée de la publication, la durée de la production plutôt, pour arriver à la publication, varie grandement en fonction de la disponibilité de l'artiste, des moyens financiers qu'on arrive à trouver pour chaque production, des documents existants aussi, et de l'état d'organisation des archives de l'artiste. Pour vous donner une idée, le travail sur le projet de Fujiko Nakaya s'est étalé sur 6 ans. Donc ce ne sont pas des productions à court terme. Alors aussi, je voudrais ajouter que chaque production est à la fois en anglais et en français, plus dans la langue de l'artiste quand elle est différente. Alors là, je ne sais pas si on arrivera... Oui, on a fait le précédent consacré à Fujiko Nakaya, qui est ici, le blanc. Il est aussi en japonais. Le prochain sera aussi en japonais. Le premier est aussi en espagnol avec Muntadas. Donc un archive, c'est une collection multimédia. Ça veut dire, jusqu'à présent, on a fait une série de DVD-ROM qui s'accompagnent, alors selon les titres et puis selon le souhait de l'artiste aussi, qui peuvent s'accompagner d'un site internet. C'était le cas du premier. Et en 1995, Muntadas l'avait appelé un inter-ROM. Il n'était pas encore publié, mais on a commencé fin 1994. Donc c'était tout à fait nouveau. Ou alors le DVD-ROM peut s'accompagner d'un livre, comme un livre d'artiste comme celui de Michael Snow. Je vous montre ce que j'appelle mon fonds de commerce. Bon, chaque exemplaire est différent. Et puis Michael Snow a fait des découpes particulières dans certaines pages du livre. Ou encore, ça peut être un livre de notes, comme il est épais, le livre de Thierry Kounzet, mais ce sont toutes ces notes sur l'image et sur le cinéma, avec toujours le DVD-ROM. Et puis, que dire, Fujiko Nakaya, c'est un gros livre. Allez, je vous fais la démo comme à la télé. Là, vous avez le livre sur les brouillards de Fujiko Nakaya. Un livre de brouillard, il y a toutes ses œuvres. Et aussi... Celui-là, il est peut-être plus complet, mais c'est la dernière fois qu'on fait des galettes, c'est-à-dire des DVD-ROM et DVD vidéo. Et alors, il a été publié en 2012. Voilà. Celui-là était peut-être plus complet, c'est peut-être pour ça qu'on a mis tellement de temps. Et celui de Jean Hoth, est un artiste suisse, comprend un DVD vidéo et un DVD-ROM. Bref, on ne fait plus de DVD-ROM aujourd'hui. Le prochain projet avec Masaki Fujita sera un livre classeur. Vous le voyez là, on a mis une petite image d'une maquette. C'est pas du tout la version définitive, mais et ça va comprendre des images des œuvres de l'artiste qui pourront être lues en réalité augmentée. Il y aura aussi une base de données sur Internet dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure. Bref, vous voyez, le format est à peu près le même pour tous les titres, c'est un 14-19, mais ça peut être plus ou moins épais, être une boîte, s'ouvrir de façon différente. Le principe de la collection, son objectif est de produire des monographies numériques. Et ce que l'on cherche à faire, c'est l'analyse de l'ensemble de l'œuvre d'un artiste. Donc, ce que
l'idée est d'essayer de cerner des engagements et des attitudes artistiques qui, bien sûr, à une petite échelle, sont tout de même un exemple de la production artistique d'une époque. Alors l'époque en question, elle va des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne travaille pas avec des artistes jeunes, mais nous avons besoin de ces artistes, car un des principes de la collection est leur collaboration très, très précise, très intense aux différents projets. Donc tous ces artistes travaillent avec plusieurs médias, pas seulement la vidéo ou les technologies numériques. Disons que ce n'est pas une technique qui est le centre d'intérêt principal, vous vous en doutez un peu, mais c'est la dimension de recherche des œuvres qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on pense que l'expérimentation peut être stimulée par un certain état de la technique, mais elle la dépasse toujours. Alors, dans cette collection, encore un petit mot général, nous nous sommes intéressés davantage aux installations, aux performances, aux interventions dans l'espace public, qui sont autant d'œuvres le plus souvent éphémères, pas toujours, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'installations permanentes dans l'espace public d'ailleurs, mais qui étaient jusqu'à une période encore récente, c'était des œuvres assez mal documentées. Donc l'idée de cette collection correspondait davantage à une nécessité au début face au manque et à l'éparpillement des documents, en particulier pour l'enseignement ou pour la critique ou pour la direction pour des questions curatoriales. Par exemple, Muntadas a été très utilisé pour faire une exposition sur son œuvre à Dortmund. Les commissaires de l'exposition savaient que, en fonction des dimensions et de tous les éléments très précis qu'ils trouvaient dans le DVD-ROM, ils savaient si telle ou telle œuvre, il était nécessaire, il était opportun ou pas de la demander à l'artiste. Bon, c'est une fonction très, très concrète. Mais bon, il y avait aussi l'idée très, très importante pour nous qui était d'encourager une création originale. Et une création qui allait explorer, qui allait exploiter les possibilités des techniques numériques actuelles. Alors, la question d'anarchive, c'est un terme qui est devenu très, très en vogue aujourd'hui. Je le trouve maintenant dans plein d'endroits. Pour le dire simplement, le terme nous est venu avec, très, très simplement, sans théorie aucune, avec l'idée d'une monographie, une archive. Et comme on voulait d'emblée faire cela aussi en anglais, toujours ces productions en anglais, ça donnait an archive. Évidemment, la tentation était grande et on y a succombé de l'appeler anarchive. C'était comme lumineux pour nous. Ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Évidemment, ça nous titillait un petit peu d'avoir cette notion d'anarchie dans le titre. Mais évidemment, c'est pas tout. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça n'avait rien à voir, au début du moins, avec l'acception de ce terme dans le Mal d'archives de Derrida, qui est un livre qui a été publié en 1995. Évidemment, on ne pouvait pas le connaître, mais même en 95-96, on ne l'avait pas lu. Moi, j'ai pas mal tardé à lire ce livre, quand j'ai découvert que, page 41, quand Derrida parle du mal d'archives, je vais juste vous dire ça, c'est « brûler d'une passion ». Alors ça, on arrive à se reconnaître un peu. Mais c'est n'avoir de cesse interminablement de chercher l'archive là où elle se dérobe. C'est courir après elle là où, même s'il y en a trop, quelque chose en elle s'anarchive. Et là, alors, je me suis vraiment demandé que voulait dire Derrida. Enfin, il a développé cela à partir d'une analyse de la pulsion de mort chez Freud, de la pulsion de destruction
C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'archive, l'archive comprend son propre projet de destruction. Bon, je ne vais pas développer ça, évidemment, maintenant. Mais nous ne sommes pas sur cette ligne-là, très clairement. C'est stimulant pour la réflexion, néanmoins. L'archive et les data numériques constitueraient, selon certains théoriciens allemands, en particulier Wolfgang Ernst, qui, alors je l'ai appris il y a quelques mois seulement, aurait inventé le terme anarchive en 2002. Alors, il appelle ces archives les data numériques, il pense que c'est un nouveau médium, ce qui est tout à fait intéressant, et il appelle ce nouveau médium de digital anarchive. Qu'est-ce que ça veut dire, cet oxymore d'anarchive, de digital anarchive? C'est que l'anarchive est à la fois une archive et pas une archive. An, vous le savez, c'est un préfixe privatif qui veut dire le manque. Ce n'est pas le manque d'archives, mais ça peut être l'abolition de l'archive ou l'opposition à l'archive. Donc, l'anarchive caractériserait l'archive numérique dans la mesure où elle s'oppose à la conception traditionnelle de l'archive, c'est-à-dire un ensemble de documents qui sont repérables, qui sont stabilisés, qui sont consignés dans un lieu, dans des institutions. Alors, il est certain que nous travaillons principalement, comme tous ceux qui constituent des bases de données, on travaille avec les archives de l'artiste, quelles qu'elles soient, de toutes sortes, des lettres, j'y reviendrai tout à l'heure. On travaille avec des archives qu'on trouve dans les collections, dans les musées, mais nous ne les gardons pas, nous ne les accumulons pas. Donc, ce qui est certain, c'est que le travail d'un archive consiste à produire des documents numériques. On utilise beaucoup le terme d'archive pour couvrir un grand ensemble de questions, à la suite d'ailleurs de Michel Foucault, qui désignait par archive tout un principe, un système social, politique. Alors là, c'est aussi, je m'engagerai dans des définitions un petit peu longues. Mais disons que ces documents numériques, à partir d'archives concrètes, témoignent ensemble d'une œuvre et vont permettre de l'approcher donc de multiples manières. Mais ces données sont conçues, c'est ça la grande différence évidemment de l'archive numérique, elles sont conçues pour être actualisées, pour être agencées. Elles se caractérisent par leur fluidité et leur aptitude, ça c'est le point je crois le plus important, à entrer dans des reconfigurations permanentes. Le prix de cette opération, on le sait, c'est leur assimilation digitale, la perte de leur singularité matérielle. On dirait, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Arlette Farge, Le goût de l'archive, mais je vous le conseille. Mais on peut dire que l'ère de l'odeur, de la poussière et des papiers jaunis est aujourd'hui terminée. Perdu le goût de l'archive, mais je dirais que la fièvre, la passion de l'archive reste. Alors, je vous disais qu'on était parti sur l'idée d'une archive, mais moi, je n'avais pas réfléchi tellement à la privation, à Anne Archive, mais plutôt à Anna. C'est peut-être idiot, je ne sais pas pourquoi tout de suite, j'ai pensé Anna. Et Anna Archive, le Anna veut dire, ce préfixe veut dire un retour, une reprise, une façon de prendre à rebours les choses, de les prendre de biais. D'aller reconsidérer un ordre, bousculer les catégories, bref, de mettre un certain désordre. Et l'idée d'anarchie, c'était ça, d'anarchive au début. C'était l'idée de bousculer, de mettre du désordre. Je pense que le désordre est quelque chose d'absolument salutaire, nécessaire, pour produire, alors là, il faut rester modeste, évidemment, mais pour produire d'autres perspectives peut-être sur les œuvres.
Alors, le problème est aussi d'arriver à éviter que ces perspectives que l'on pense nouvelles ou que l'on essaye d'inventer ne se figent elles-mêmes en interprétations autorisées qui fassent autorité. Dans la mesure où l'archive est, dit Foucault, la loi de ce qui peut être dit. Je vais aller un petit peu plus vite. L'hypothèse que l'utilisation de ces technologies aurait une incidence sur la manière de faire et de pratiquer l'histoire de l'art, et en particulier l'histoire des arts actuels, c'est peut-être une évidence, mais je dois dire que cette hypothèse a pris très lentement pour nous, mais a pris une certaine consistance. Car ce n'est pas seulement la conception de l'archive, ce sont, je crois, les conditions mêmes de la réflexion, les modalités de la connaissance qui sont transformées, que l'on voit transformées par l'informatique. Là, je ne me réfère pas seulement aux formidables capacités des mémoires numériques, mais surtout aux modes d'exploration spécifiques, c'est-à-dire aux interfaces, aux programmes qui sont imaginés justement pour actualiser ces données. Alors, si je prends là quelques points qui me semblent importants, c'est cette idée qu'il propose, ces programmes des vitesses modulables, je vais y revenir, une multiplicité de liens, des visualisations, des principes d'association qui peuvent être par montage, collage, des proliférations sémantiques aussi. On a eu ce matin quelques exemples dans la table ronde de ce matin, à la fois de visualisation et de bases de données à caractère sémantique. Alors, si j'accélère... oui. Bon, je pense quand même, pendant tout le XXe siècle, des historiens, des penseurs de différentes disciplines ont développé d'autres conceptions d'histoire de l'art. Ça, on l'a vu avec l'antigénéalogie de Foucault, par exemple, en préférant à la chronologie une approche comparative. L'idée était d'établir des relations entre des domaines culturels et sociaux divers et de croiser différents champs de référence. Ce qui se passe, c'est que les niveaux d'analyse, on l'a vu, se sont multipliés et ont pu se complexifier. Alors, la photographie avait déjà transformé l'archive. Et par sa mobilité, son aisance de manipulation, elle avait non seulement posé la question de la reproduction des œuvres, mais aussi ouvert la voie à une nouvelle manière de pratiquer les images. Là, je vous passe carrément quelque chose qui est tellement connu que c'est pas la peine d'y revenir, je pense, tout de suite. C'est toute la pratique que moi j'appelle de simultanéité analytique d'Abby Warburg. Il est constamment cité. Je vous conseille simplement d'aller vous y référer. Alors j'avais dit que je voulais simplement souligner ce paramètre qui me semble très important, qui est la vitesse d'accès aux données numériques. On n'y fait même plus attention tellement on est habitué à passer d'une donnée à l'autre. On peut, dans un programme, se déplacer mentalement d'une œuvre à l'autre, d'une œuvre à son contexte, d'un contexte à l'autre, en procédant à des télescopages d'informations, en faisant des sauts de niveau, on se déplace, disons, à vive allure. Et je pense que l'aisance de cette mobilité est un facteur déterminant dans l'élaboration d'autres lectures, dans l'élaboration d'autres niveaux d'appréhension des enjeux d'une œuvre, mais aussi dans la production d'une jouissance du parcours. Ce qui m'intéresse avec ces bases de données, on va le voir, c'est qu'on peut ne jamais y accéder. C'est un paradoxe de passer 6 ans à constituer une base de données et d'être d'une certaine manière, j'ai envie de dire, soulagé. J'avais fait un des premiers textes sur, quand est sorti le projet avec Muntadas, mon texte s'appelait « À la mémoire d'une donnée inconnue ».
C'est-à-dire, il y a un potentiel énorme qui rassure notre propre mémoire aussi. On sait qu'on peut toujours aller chercher des données, mais en fin de compte, on n'est pas obligé de passer par là. Ça, c'est un des principes d'un archive. C'est qu'il y a des bases de données, mais pas seulement. 10 minutes, c'est bon encore? Vite, t'as regardé? J'ai pas regardé le début. Donc je vais plus vite. Oui, c'est un petit point qui est important dans le projet Anarchive, c'est que nous nous efforçons, je ne dis pas qu'on y arrive toujours, car c'est complexe, mais nous efforçons de ne pas séparer ce qu'on peut appeler l'approche académique de l'archive et une approche artistique. Je pense que vraiment tout ce travail qui consiste à rassembler des documents, à les compléter, à structurer l'archive, n'est pas nécessairement en contradiction avec une approche artistique. Et le simple point que je voudrais souligner, c'est quand on parle d'une approche artistique, je veux dire que ça ne se résume pas à l'esthétique d'un graphisme, à l'élégance ou à l'originalité d'une mise en page. Une approche artistique, pour moi, pour nous, c'est que l'interface, par exemple, va répondre à des exigences, à des principes qui sont en résonance avec l'œuvre de l'artiste. Alors c'est cette dynamique spécifique entre l'archive et l'art, qui est chaque fois différente, qui m'intéresse vraiment dans ce projet, et j'en cache pas la difficulté. En demandant à l'artiste de participer à cette création, on augmente simplement la chance d'un projet singulier. En ce qui concerne la constitution des bases de données, je l'ai dit déjà plusieurs fois, moi je fais une défense de l'accumulation. Alors je me fais toujours un peu tirer les oreilles parce que c'est pas de la bonne méthode d'une certaine manière. Mais ce que je pense, c'est sûr qu'on peut rassembler des documents sans fin. Et la tentation est grande de rassembler tous les dessins, les photos de famille, les lettres, les contrats, toutes sortes, les notes d'hôtel. Pour Thierry Kunzel, par exemple, et quelquefois j'avais noté tout ça, mais ça permettait quoi? Ça permettait d'avoir des dates précises. Et bon, ce sont des données, des informations. Donc il est sûr qu'une archive n'est jamais complète, n'est jamais achevée, et que l'exhaustivité est un leurre. Bon, ça, on le sait, mais moi je cède volontiers. C'est peut-être là que je retrouve cette passion de l'archive. Je cède à cette tentation boulimique et jubilatoire, d'une certaine manière, de l'accumulation des informations. C'est avec l'idée qu'on peut favoriser de cette manière le surgissement de directions inattendues. On peut déceler peut-être des cheminements qui reviennent, des insistances. On peut, je pense, ouvrir un horizon de relations qui ne sont pas données à l'avance et qui, à force qui résultent de la quantité. Bien. Donc je pense que la quantité peut changer l'approche d'une œuvre. Mais s'il y a accumulation, c'est pour procéder ensuite à un réagencement critique, à des formes un petit peu plus conscientes de sélection. Une des questions majeures pour nous concerne la description d'œuvres comme les installations. Très souvent, on considère la description comme quelque chose de scolaire. Je suis tout à fait contre cette attitude-là. Je pense que la description est vraiment une phase importante de l'analyse. En particulier, les installations qui sont des œuvres variables, instables, qui sont hautement dépendantes de machines ou comme de technologies en constante évolution, qui sont des œuvres en situation. On a besoin d'en avoir des descriptions précises. Et en cela, cette description constitue une recherche. Alors, nous avons eu recours, dès le premier titre,
à des modes de visualisation comme les maquettes 3D qui nous permettent... Oui, on peut... Ah oui, pardon. Des maquettes 3D qui nous permettent donc d'appeler des éléments importants qui constituent chaque œuvre. Vous allez le voir tout de suite dans le travail avec Muntadas, Média Architecture Installation. Je crois que c'est un bon exemple de cette recherche. Nous sommes partis de modèles, pas de modèles, nous sommes partis de dessins de l'artiste, de dessins préparatoires, à partir desquels on a construit, on pourrait dire, des élévations 3D. On a fait des maquettes 3D qui ne sont pas interactives. Rappelez-vous aussi que nous étions en 95, hein, vraiment. On a démarré tout ça en 95, publié en 99. Est-ce que tu pourrais avoir le début, oui. Plutôt? Non, c'est celle-ci. Non, le tout début. Ah, le tout parce début. Qu'il y a... Enfin, après. Oui. Ici? Avant, oui. Ah, voilà, avant. Oui, ça va. Mais c'est ce qu'on vient de voir, en fait. Non, mais c'est plutôt après, je pense. C'est plutôt cette partie-là. Voilà, non? Enfin bon, ça fait rien. Vous voyez, vous avez vu la petite maquette avant. On a choisi pour Muntadas 12 œuvres. Et pour ces 12 œuvres, 12 installations, on a développé ces maquettes. Il n'y a pas de son? Si, je peux en mettre. C'est 2 minutes. C'était plutôt les maquettes 3D, mais ça, on les a vues. Hein, il y avait de boardroom et puis les stadiums. Bon, vous avez une idée de ces maquettes, là, vous la voyez à gauche. Ce serait un petit peu long de commenter chaque œuvre. Ce que je voulais juste dire, c'est que la visualisation... dont on a vu des exemples ce matin, donc c'est un principe qui est développé et banalisé dans le contexte des technologies numériques, évidemment, qui est surtout utilisé par la recherche scientifique ou par le monde du business, des finances. Donc il s'agit, avec la visualisation, de rendre visibles des informations, de rendre intelligible un système qui est tout à fait complexe. Donc nous visualisons des processus, des potentialités, des idées, des phénomènes plus ou moins abstraits qui étaient jusqu'à ce jour, mais enfin qui le sont encore, qui étaient pris en charge par le dessin, par les cartes, par les diagrammes. Ce qui nous intéresse dans la visualisation, c'est que c'est un principe qui est libéré d'une éventuelle exigence réaliste, qui est libéré du détail, qui n'est pas de l'ordre de la reconstitution, mais de l'explicitation. Et dans un projet comme un archive, hein, on ne reproduit pas des œuvres, mais on essaye de les expliciter, c'est important. Par ailleurs, nous attachons beaucoup d'importance dans cette collection au processus. Si tu veux bien montrer le dernier qui est publié, qui sont les sculptures de brouillard de Fujiko Nakaya. Donc là, c'est très important pour nous de montrer l'élaboration des œuvres. Pour Muntadas, on a introduit beaucoup de dessins préliminaires. Pour Michael Snow, les partitions de Michael Snow pour ses films, ou les notes de Kunzel, les diagrammes météorologiques de Fujiko Nakaya pour préparer ces structures de brouillard. On montre à la fois des documents qui donnent une idée du résultat de l'œuvre, ou plutôt d'une expérience de l'œuvre, d'une expérience possible, mais aussi des documents sur la genèse, sur l'œuvre en train de se faire. Si tu veux bien montrer, par exemple, le Pepsi Pavillon, qui était le premier brouillard qu'a réalisé Fujiko Nakaya en 1970 pour le pavillon Pepsi à Osaka. Et là, si tu veux bien aller au processus,
Oui, plus bas, là. Processus monte, oui. Voilà, dans chacune des œuvres, il y a un accès au processus. Et vous voyez toute la documentation. Il peut y avoir les premières photos de brouillard, les premiers tests, les dessins préparatoires. On clique un peu sur toutes ces données, on n'a pas trop le temps de les voir toutes. Ce que tu peux faire, il y a des petites flèches sur la droite de chaque image et tu peux les défiler comme ça. Ah, d'accord. Ah oui, très bien. Voilà. Bon, il y a eu des simulations qui étaient des tests pour voir comment le brouillard réagissait à l'architecture du dôme. À l'époque, il y a eu des tests avec des souffleries. Vous voyez les dessins de Nakaya, l'installation des buses. On n'a pas idée, quand on voit ces brouillards, de toute la lourdeur technique. C'est de la haute technologie, la production de ces éléments éphémères et qui se dissipent comme ça aisément. Voilà, on peut peut-être passer à Michael Snow si tu veux. On a un petit peu le temps. On a 4 minutes encore. 4 minutes. Alors, oui. Vous pouvez trouver le Michael Snow. Le projet est sur Internet maintenant. Ça s'appelle Digital Snow. Simplement, je vous en parle parce qu'il me semble que l'interface vous donnera une idée du type de recherche que l'on fait. L'interface est à chaque fois, l'interface graphique et interactive est à chaque fois singulière. Nous n'avons pas de charte graphique commune pour tous les projets d'un archive. Ce qu'il y a dans le projet avec Michael Snow, c'est que nous avons affaire à une interface évolutive, une interface qui change. Quand vous revenez à l'interface, vous ne la retrouvez pas comme au début. Michael Snow a choisi un plan séquence de 15 minutes dans un de ses films, Ramos Nephew. Donc, il s'agit, l'interface est une table sur laquelle l'artiste déplace de nombreux objets. Et comme vous le voyez, chaque élément appelle un certain type d'œuvre. Enfin, les différents objets sont des zones actives, rendues actives par le programme. Et c'est l'intérêt de cette interface, je crois, outre le fait d'être au sens littéral une table des matières. C'est la double évolution qu'elle comporte, ce que je viens de dire, à la fois celle de la durée propre du film et de la réorganisation des objets sur la table. Pendant 15 minutes, en définitive, Michael Snow change plus ou moins les points d'accès aux œuvres et aux bases de données, et puis la dégradation numérique progressive de l'information visuelle et sonore. Je crois que c'est trop court pour en dire plus. Voilà. Juste, est-ce qu'il y a... Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Simplement, nous sommes aujourd'hui... je fais une petite conclusion sur le fait que ces mémoires informatiques sont tout sauf fiables et qu'il y a des sérieux revers à leur capacité de stockage. On est tous confrontés à l'obsolescence programmée des matériels et des systèmes. Et le transfert permanent est devenu une donnée qu'il faut inclure dans l'élaboration des bases de données informatiques. On se dit qu'une archive confisquée, une archive qui est censurée, laisse toujours de l'espoir de pouvoir y accéder un jour. Mais à quoi sert une archive qui n'est plus consultable ? Et nous en sommes là aujourd'hui. Venez donc le 13 mars au Centre Pompidou parce que ce sera le sujet du colloque des 20 ans d'anarchie. Merci beaucoup.